Amis internautes, bonsoir. Heureux de vous retrouver ce samedi 13 décembre 2025 en compagnie de Jean-Michel Vernochet, que vous connaissez bien. C'est un journaliste, un écrivain, un géopolitologue et il est aussi chroniqueur sur la chaîne. Et comme chaque mois, Jean-Michel va venir nous éclairer de ses réflexions et de ses analyses. Bonsoir Jean-Michel. Oui, bonsoir Eric, merci pour cette invitation, merci à TV RDP et bonsoir à toutes et à tous évidemment. Merci d'avoir accepté notre invitation, Jean-Michel. Alors, comme tous les mois, évidemment, je regrette par moments que cette chaîne, au début, on disait on ne veut pas être une chaîne de mauvaises nouvelles, on ne veut pas être une usine à mauvaises nouvelles. Mais finalement, les mauvaises nouvelles sont bien plus nombreuses que les bonnes et ça nous oblige évidemment à coller un peu à l'actualité. Et en parlant d'actualité, toi et moi avons un point commun, c'est que nous aimons les agriculteurs et nous trouvons tous les 2 que le sort qui leur est fait est particulièrement, injuste. Alors si tu veux bien, avant de commencer, je voudrais te faire, découvrir 2 petites séquences vidéo. Une d'une agricultrice qui lance, donc, l'alerte. Et puis ensuite, la réaction d'un vétérinaire, puisqu'il semblerait qu'une partie des vétérinaires qui ont été chargés de l'abattage, des troupeaux, de vaches, refusent d'obéir à cet ordre et ils ont été exclus par le conseil de l'ordre des vétérinaires. Alors si tu veux bien, on va d'abord écouter le message de cette jeune femme qui est poignant. Été relayées alors qu'elles sont d'importance capitale. Là, nous, on va sur le blocage de Tarascon. J'espère qu'il y a d'autres blocages et que ça bouge un peu partout en France. Et en fait, sur les 200 vaches qui devaient être abattues, au final, ils en ont abattu que 100 parce qu'en fait, les vétérinaires ont refusé. Et il y a 70 vétérinaires qui ont refusé de faire l'abattage et donc du coup, ils ont été radiés de l'ordre des vétérinaires. Donc ça veut dire qu'on a même les scientifiques qui sont avec nous. Donc ceux qui sont juste en train de faire, comme on le présageait, c'est de détruire notre cheptel français. Il n'y a absolument aucun autre but. Il faut savoir que du coup, ces vaches sont en attente, on ne sait pas. Ils ont proposé la vaccination, sauf que ils font traîner la vaccination. Les rendez-vous sont annulés. Donc là, ça fait 2 jours du coup que ça s'est passé. Et ça fait 2 jours que les 100 vaches là, n'ont pas mangé. Moi, je suis allée les voir, les vaches. Il y en avait plus de la moitié qui étaient gestantes. Donc ça veut dire qu'il y a des vaches gestantes, certainement allaitantes, peut-être avec leurs veaux, qui sont juste en attente, sans manger. Donc là, on est vraiment sur la maltraitance animale. J'aimerais beaucoup que les associations aussi de protection des animaux commencent à s'activer. Ça commence à être grave. On s'unit tous contre ce scandale et on demande au gouvernement de changer. Ce n'est plus possible. Et puis, la réaction. Tu Alors voulais réagir? une bonne nouvelle, oui, oui, il y a une bonne nouvelle, c'est que M. Nunez, qui doit commencer à serrer les fesses, qui ne sont pas forcément très propres d'ailleurs, je parle du ministre de l'Intérieur, vient d'appeler les préfets à plus de souplesse. C'est-à-dire qu'il pense que cela chauffe, que cette histoire d'abattage massif pourrait être la goutte qui fait déborder le vase et qu'on pourrait se trouver à une réaction de type gilet jaune, mais puissance 10. Faut bien, on va y revenir. Vous avez, Eric, tu as parlé d'injustice, c'est pas une injustice. On est en train d'assassiner l'agriculture française et de tuer la France carrément. On a déjà détruit l'industrie. Enfin, je vais pas, tu vas me poser des questions, donc on ne va pas, je vais pas m'apesantir là-dessus. On a détruit l'industrie et maintenant on est en train de liquider l'agriculture. Il y a 15 ans, il y avait 1 600 000 agriculteurs, puisqu'on ne parle plus de paysans. Maintenant, ce sont d'ailleurs des exploitants agricoles et maintenant, il en reste à peine 400 000. Donc, c'est tendanciel. Les derniers, on leur donne le coup de tranchet et on pense qu'ils vont le lâcher prise. Mais c'est vrai que la France ne veut pas mourir et la paysannerie non plus. Bon, mais après, si tu veux bien, on va aborder, les raisons pour lesquelles, le gouvernement français impose un abattage, des troupeaux. Mais Ah bah, avant, oui. je voudrais te faire écouter la réaction de ce vétérinaire.
ne me connaîtraient pas, je suis Alain de Peretti, vétérinaire, retraité, après 37 ans d'exercice libéral. Je voudrais ce soir pousser un coup de gueule monumental pour ce spectacle complètement surréaliste, scandaleux, monstrueux, que constituent les abattages de masse des troupeaux atteints de termites modulaires. J'avoue que j'ai de la peine à y croire qu'on sombre dans un tel état d'absurdité. Parce que... Ah, pardon, une fausse manip. Un dépeuplement, comme il est dit, pudiquement par les services officiels. Alors, ce soir, mon appel va porter à la profession vétérinaire. L'ordre des vétérinaires, les syndicats de vétérinaires devraient appeler unanimement à une clause de conscience, à être des objecteurs de conscience pour tous nos confrères qui sont sur le terrain et qui sont obligés d'exécuter des ordres illégitimes, peut-être légaux et encore que ça se discute, mais ces ordres sont totalement illégitimes. Il n'y a aucune légitimité. Il faut savoir que dans notre Constitution, il y a ce qu'on appelle, dans le préambule, un des droits fondamentaux est la résistance à l'oppression. Et cette obéissance aveugle à l'autorité a amené dans le passé, ça a été démontré notamment par Hannah Arendt, donc la banalité du mal, a amené à des actes complètement monstrueux eux aussi sur des humains, vous le savez. Alors, il faut réagir, chers confrères, refuser de participer à ce carnage, refuser d'adhérer à ce carnage, refuser d'obéir. Il faut, dans la vie, il y a des moments où il faut savoir refuser. Résistance à l'oppression. C'est la même chose d'ailleurs pour les gendarmes ou qui accompagnent ces moments. Il y a des moments où il faut faire des choix. Sinon, notre société va basculer dans la monstruosité. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, une courte vidéo, mais il faut réagir, et sinon, ça va très très mal se finir tout cela. Bonne soirée à tous, force et honneur. Oui, Eric, l'affaire de l'abattage massif qu'on appelle effectivement des populations, c'est très joli, on dépeuple. Des populations est un révélateur de ce qui se passe à une autre échelle dans toute la France. On est en train de dépeupler la France de sa population en général, qui est grand remplacée. On l'a convaincu, 10 millions de l'avortement, qui devait être une clause tout à fait exceptionnelle selon Madame Veil et dans l'esprit de la loi, qui devait être une chose le dernier, un pis-aller, le dernier recours, est devenu une routine. Et on en est à une moyenne de 220 000 par an. Et ce ne sont pas les nouvelles populations, j'imagine, je présume, à juste titre, qui se font avorter prioritairement. Également, bon, maintenant, on a à l'autre bout, on a l'euthanasie, mais cette dépopulation des troupeaux bovins, c'est-à-dire ce dépeuplement de nos campagnes, est une politique, c'est pas une injustice, hein, c'est une politique sciemment poursuivi. C'est un objectif planifié. Aujourd'hui, les terres agricoles, je vais revenir aux vétérinaires, hein, les terres agricoles sont convoitées comme celles qui sont déjà aux mains de Bill Gates, de Cargill ou de BlackRock en Ukraine. Demain, il faut une agriculture hyper industrialisée, une agriculture massive avec des latifondia de 10 000, de 15 000, de 20 000 hectares. Hein, il faut la terre de France doit être mise en coupe réglée
avec quelques isolats culturels par-ci par-là, comme Château de Versailles, qu'on pourra transformer depuis que M. Kuhn avait pendu un homard dans la salle des victoires, un homard rouge au plafond. C'était M. Jeff Koons qui avait fait ça, puis il y avait eu le vagin de la reine. Donc tout ça tourne à la rigolade la plus extrême, comme la grenouille tendant son derrière, son postérieur, qui était place Vendôme. La France devient une espèce de Barnum Circus magistral, et les agriculteurs sont de trop, ce sont des individualistes, ils font obstacle à tout ça. Il y a il y a un suicide d'agriculteurs tous les 2 jours, plusieurs tentatives par jour. Les agriculteurs fondent comme neige au soleil, mais ils sont encore de trop. Hein. Il y a eu une révolte aussi en Hollande il y a très peu de temps d'agriculteurs qui voulaient qu'on abatte leur bétail. C'est pourquoi d'ailleurs le Premier ministre de l'époque est devenu en fait le patron de l'OTAN, celui qui nous annonce la guerre pour demain ou à peine après-demain. Et Mark Rutte. Et bien, il faut. Mais là, encore une fois, je dis, c'est peut-être la goutte qui va faire déborder le vase. Nos paysans, et je m'arrête ici, hein, et on reviendra après sur le côté vétérinaire et scientifique dit scientifique de la chose. Qu'allais-je dire? Je ne sais plus. Oui, donc bon, revenons Oui. à Monsieur Nunez. Le ministre de l'Intérieur se rend compte que les choses sont peut-être allées trop loin, qu'il y a une goutte qui peut faire déborder le vase, et que là, le terrain social, notamment rural, risque de s'embraser, et pas pour de rire. Bon, mais pour essayer de comprendre les raisons de cet, abattage, Philippot a publié aujourd'hui, Florian Philippot a publié un post sur X, où il dit: «La ministre de l'Agriculture, Jeanne Var, vient de l'avouer. L'abattage systématique des vaches n'a rien à voir avec le sanitaire, c'est une exigence de l'UE. Lisez ça. Si Alors, on n'applique pas le protocole actuel, l'Europe mettra la France sous cloche et plus rien ne sortira du pays», a affirmé Annie Genevard ce vendredi, précisant: «Ni animaux, ni fromage, ni lait». oui, Avec alors, cette je vais vous dire précision. qu'il faut Attends, dire. laisse-moi finir, après je te laisse la parole. Avec cette précision essentielle, l'abattage systématique, le dépeuplement total se fait conformément au protocole imposé par les règles européennes. Alors, je La vais te parole. dire, Madame Genevard est une menteuse, parce que, à ma connaissance, les règles européennes ne sont pas aussi strictes et n'exigent pas l'abattage systématique. Donc, elle ment sur toute la ligne. Les raisons, on ne sait pas. Revenons à la question vétérinaire. Cette maladie est contagieuse, certes, mais pas contagieuse à l'humain. Ce n'est pas l'encéphalopathie spongiforme bovine qui était mortelle, qui donnait des maladies Creutzfeldt-Jacob. Donc ça c'était terrifiant. Mais les animaux qui sont contaminés, et actuellement il n'y a plus de mouches, hein, il n'y a plus de temps, donc il fait froid, il ne peut pas y avoir de contamination. On n'y croit pas trop, en tout cas. Parmi ceux qui sont contaminés, seul 1% en meurt. Donc c'est une épizootie, une maladie animale qui est presque bénigne. Hein. Il faut voir les protocoles mis en place par la Turquie, qui cohabite avec cette maladie depuis un certain temps. Mais encore une fois, je n'ai pas les moyens, là, je n'ai pas de secrétariat qui irait faire une recherche sur les directives européennes, mais je suis sûr que Mme Geneva ment. Les directives européennes sont beaucoup plus souples. Et d'ailleurs, à telle enseigne, ou pour preuve, c'est que la France est la seule à appliquer ce type de protocole.
Mais Madame Genevard, comme son patron, M. Macron, porte le mensonge sur le masque du mensonge sur le visage. Et M. Philippot se trompe en pensant que c'est l'Europe et l'Europe seule. Moi, je pense que c'est plutôt BlackRock qui guigne des riches terres de France, qui guigne les riches terres de France pour étendre, dès lors que l'Ukraine sera entrée dans l'Union européenne, que l'agriculture française sera encore un peu plus naufragée, eh bien, il suffira, il n'y aura plus d'agriculteurs dans nos campagnes, de paysans, ni d'agriculteurs, ni même d'exploitants agricoles dans nos campagnes. Et donc, il suffira, ça sera très simple de mettre la main sur ces terres prodigieuses. Alors, pour les vétérinaires, j'ai vu tout à l'heure sur BFM un chef patron, je ne sais pas quoi, vétérinaire, qui parlait, d'ailleurs, ce type avait dû être payé, mais pas suffisamment. On avait pris au fond un sous-fifre en lui collant une étiquette un peu prestigieuse, et qui disait que c'était une honte, qu'ils ne pouvaient pas faire leur travail, d'abattre les animaux, qu'ils étaient obligés d'être sous les protections, la protection de la gendarmerie, des blindés de la gendarmerie, des hélicoptères de la gendarmerie, ce qu'on n'a jamais fait en France pour des situations comme certaines rave-parties qui étaient particulièrement inquiétantes. Voilà. Et donc, ce vétérinaire qui était visiblement payé sur commande et donc qui avait trouvé sa juste place sur BFM mentait, puisque celui que vous nous avez présenté dit bien que un certain nombre de vétérinaires, des vétérinaires de terrain, pas des guignols de la bureaucratie sanitaire, s'étaient opposés, s'étaient insurgés devant ces abattages massifs. De même que je ne suis pas sûr que le rôle que remplissent aujourd'hui les forces de l'ordre, la gendarmerie entre autres, soit véritablement ni compris, ni accepté par ces mêmes forces de l'ordre, surtout lorsqu'elles ont vu, on n'a pas d'image ici, les paysans se mettre à genoux devant les gendarmes, qui doivent se rendre compte qu'on est en train d'égorger les paysans, mais d'assassiner la France tout court. Après l'industrie, maintenant, c'est la paysannerie. Enfin, ce qu'il en reste. Et il n'en reste pas grand-chose. Pensez que 30% de la population française, en 1950, travaillait 30%, hein, donc un tiers travaillait à la terre. Et la paysannerie, avec la force des bras, des mains, avec peu de mécanisation et encore moins d'intrants, c'est-à-dire de pesticides, d'engrais fournis par le giga agro-business, nourrissait la France et la nourrissait très bien. Et il y avait beaucoup moins de cancers. Bon, alors tu parlais de BlackRock. Je voudrais que tu lises ce court commentaire. Un démantèlement contrôlé du système alimentaire. Le WEF a appelé un démantèlement contrôlé du système alimentaire mondial dans le cadre d'une réinvention majeure de la nutrition humaine qui fera disparaître les paysans. Donc effectivement, l'Union européenne applique les directives qui viennent de plus haut, de BlackRock, Oui, de ça, c'est Vanguard. le principe général. Ce que j'ai dit à propos de notre ministre de l'Agriculture, c'est qu'elle surinterprétait que la France était le seul pays utilisant des méthodes aussi extrêmes, aussi radicales et aussi génocidaires pour le bétail, voilà, il n'y a pas de directive stricte disant abattez tous les animaux. Mais c'est vrai que la directive générale, mais qui n'émane pas de Bruxelles, mais des instances comme le Forum économique international, là on est en plein grand recette, hein, grande réindustrialisation globale, il faut bouffer des insectes effectivement et de la viande synthétique. Quel est le ministre? C'était pas Monsieur Bruno Le Maire qui disait la viande synthétique c'est très bien. Je ne sais pas où nous emmener. Je crois qu'ils veulent nous emmener à un monde de termites, hein. On mangera plus de viande, donc on sera plus agressif, on n'aura plus d'acide urique et on risque pas de revendiquer. Donc ils nous emmènent, je sais pas si c'est Orwell 1984 ou le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, mais ça doit situer à mi-chemin. C'est ça. Un groupe de psychopathes va nous dire ce qu'on a le droit de manger ou pas. Alors, un autre sujet dans l'actualité a
attiré mon attention, c'est le sort de Marwan Barghouti. Marwan Barghouti qui est en prison depuis pas loin d'une vingtaine d'années pour des faits, bien évidemment qu'il n'a pas commis, mais on sait très bien que la seule démocratie du Moyen-Orient est respectueuse du droit et notamment du droit international. Alors si tu veux bien, je voudrais te faire écouter cette alerte. De Marwan Barghouti. Marwan Barghouti, aussi surnommé le Nelson Mandela palestinien, est enfermé dans une prison israélienne et y est torturé. Et ce député israélien nous informe de l'urgence de ce qu'il subit. Hello, dear friends. I'm sending you this video as a matter of urgency. I just got terrible news about the situation of Marwan Barghouti in the Israeli prison. He's been severely tortured and beaten. They broke his ribs, his fingers, and his teeth. Part of his ear was cut, and I'm really worried about his life. Please do whatever you can in order to stop this ordeal he's been going through. Marwan must be released, first and foremost for his own life, secondly because, as we all know, he's a leader. He can lead the Palestinian people and the whole area to a good future. Please assist us in that. Thank you. N'oublions jamais les atrocités de ce que réalise l'État israélien jusqu'à ce qu'il y ait une condamnation. Oui. Oui, Alors, un commentaire, Jean-Michel, vas-y. Oui, écoutez, on a vu il y a quelque temps des images de Barghouti qui semblaient extrêmement affaiblies. Alors, peut-être que le mot de torture est excessif, mais en tout cas, il est fortement, il subit des mauvais traitements à répétition. On essaye de le faire mourir sagement et tranquillement, à petit feu. Et ça, c'est une forme de torture, effectivement, puisque les conditions de détention sont apparemment exorbitantes du droit commun. On va dire les choses comme ça. Alors, mais il est tellement pratique d'avoir un monsieur Mahmoud Abbas, qui est un monsieur bidin en bout de course, lui aussi, qui ne représente rien, qui, comme monsieur Zelensky, n'a jamais été réélu, donc il marche sur les eaux. Monsieur Zelensky n'est rien, il faut le dire. On dit toujours le président Zelensky, mais non, il n'a pas été réélu. Donc il n'est rien. Et donc, monsieur Abbas est une marionnette facilement, je dis même pas manipulable, mais déplaçable en fonction des besoins de l'heure et du lieu. Barghouti est un véritable chef. C'est peut-être la figure majeure actuellement de la Palestine. Je n'ai pas dit de la résistance palestinienne, mais de la Palestine tout court. Eh bien, oui, cet homme gêne est la plus grande démocratie d'Orient, du Proche-Orient, avec l'armée la plus morale du monde, celle qui apparemment, là aussi il y a peut-être des exagérations ou des fantasmes qui se promènent, ferait violer certains prisonniers par des chiens. Enfin, c'est ce qui court, une rumeur insistante qui court sur la toile. En tout cas, les prisonniers sont extrêmement maltraités. Certains meurent en prison. Beaucoup n'ont pas été jugés, on l'a bien vu, mais ça c'est le secret. Il y avait 40 otages ou 50 otages israéliens qui étaient quand même... Tous les Israéliens sont des hommes en armes, et les femmes également, qui font des services. L'homme fait un service militaire de 3 ans, je crois. Et donc c'était pas de simples civils qui étaient prisonniers, retenus dans la bande de Gaza. Mais on a vu que l'échange s'est procédé contre les vivants et les morts, les cadavres israéliens. On a libéré plus de 2000 ou 3000 prisonniers palestiniens. Mais ce n'étaient pas des prisonniers, ou des prisonniers, mais jamais des otages. Et en omettant de dire d'ailleurs que la plupart avaient été emprisonnés après les événements du 7 octobre et n'étaient jamais passés en jugement. Donc, si je veux dire, il y a aussi une disproportion dans la vision des choses, dans les jugements. Voilà, j'ai vu la vidéo du pauvre Palestinien violé. Ce ne sont pas des mœurs de gens civilisés, en tout cas, c'est ce que l'on peut dire.
Ne parlons même pas de morale ou d'immoralité. Il faut savoir si nous appartenons à une civilisation qui a progressé dans l'humain, j'ai pas dit l'humanité, mais dans l'humain. Là, apparemment, sont des comportements. On n'est pas dans la Mésopotamie profonde du temps d'Esdras, mais on n'en est pas loin. On ne crève pas encore les yeux des prisonniers, mais ça pourrait venir. Enfin, j'exagère à peine. Parce que Non, quand non, il y avait. Non, tu n'exagères pas, je pense que tu es en dessous de la vérité, Jean-Michel, parce que oui. Quand on sait qu'il y avait des tireurs d'élite qui faisaient des cartons et des concours à Gaza sur des enfants palestiniens ou des gens allant au ravitaillement, on se dit qu'on a quand même dépassé les limites, je dis pas de l'horreur, de la barbarie. Voilà. Il faut comprendre. Nous avons, il paraît qu'il y a des valeurs européennes. Ben, est-ce que cela fait partie des valeurs européennes? Je voudrais le savoir, qu'on me le dise. bon, en tout cas, Barghouti a vu ses dents cassées, son nez cassé, son oreille coupée. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Déjà, le fait d'être en prison depuis 20 ans, alors que c'est un prisonnier politique, c'est déjà une torture en soi. Mais en plus, le maltraiter. Monsieur Mandela était beaucoup mieux traité. C'est clair, mais il n'y a pas photo entre l'Afrique du Sud, même l'Afrique du Sud de l'apartheid et l'État génocidaire d'Israël. Là, je crois qu'on a atteint le sommet, comme dit notre ami Dieudonné, au-dessus, c'est le soleil. Là, en l'occurrence, c'est une. Voilà. Alors, toujours dans le même registre, hier soir à Stuttgart se déroulait un match de basket qui opposait une équipe allemande à l'équipe israélienne du Maccabi. Et les supporters du Maccabi se sont fait remarquer en hurlant des slogans haineux à l'égard des Palestiniens, en disant fuck la Palestine, laissez l'armée israélienne éliminer les Palestiniens. Enfin, bon, ce sont des bienfaiteurs de l'humanité, tu vas le voir. Alors, on n'ose pas imaginer, évidemment, la réaction de nos amis qui sont nés sous la bonne étoile si un groupe de supporters du Stuttgart tenait les mêmes propos concernant les Israéliens. Là, je pense que le monde serait en alerte rouge et qu'on accuserait le peuple allemand d'antisémitisme. Mais pour ce qui concerne les supporters israéliens, c'est impunité totale, tolérance maximale. On est dans une triste tragédie. Qu'est-ce que ça t'inspire, Jean-Michel? Parce que je me souviens, moi, de la journaliste Abby Martin qui, en 2019, avait effectué un reportage dans les territoires occupés. Et lorsqu'elle est revenue, il a fallu qu'elle se mette sous antidépresseurs parce que ce qu'elle a vu dépassait l'entendement. Et elle a dit, ce n'est pas seulement le gouvernement israélien, c'est toute la société israélienne qui est malade. Alors, on a des sondages assez précis sur ceux qui ont approuvé et qui continuent à approuver ce qui s'est passé à Gaza, mais ceux qui adhèrent véritablement, qui suivent Périndé à Cadaver, ce sont à peu près 85% de la population. Alors, Ouais, peut-être voilà. qu'eux-mêmes, on peut leur trouver des excuses et dire à ces 85% qu'ils sont eux-mêmes sous emprise, qu'ils sont intoxiqués,
Mais là, quand même, il y a des limites à tout parce que on a accès maintenant aux réseaux internationaux, aux réseaux virtuels, et donc on sait, malgré tout, par retour, on peut savoir ce qui se passe réellement. Alors, je veux bien que le peuple juif ait trouvé un refuge après les grandes persécutions ou les grandes déportations de la Seconde Guerre mondiale, mais ça ne peut pas être une excuse absolutoire pour tout. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas oublier que les primo-occupants, ce sont les Palestiniens. On a dit une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Bah, le peuple juif n'est pas sans terre parce qu'il est français, allemand, américain, australien, zapothékien, etc. C'est faux. D'ailleurs, ils jouent très habilement et très utilement, opportunément, sur leur double nationalité. On joue sur les deux tableaux. Alors, encore une fois, ceux qui sont dans leur droit, dans leur légitimité, ce sont les Palestiniens. Maintenant que les Palestiniens aient accepté de faire une place au peuple juif, pourquoi pas, il l'avait fait d'ailleurs. Ça se faisait petit à petit. Mais ne pas oublier Contraint, contraint et forcé. oui, c'est toi qui dis ça, mais tu n'as pas entièrement tort, que celui qui devait faire les lignes de démarcation, les répartitions, le comte suédois Folke Bernadotte, nom d'un maréchal d'empire français, Folke Bernadotte a été assassiné, et un assassinat revendiqué par les formations terroristes juives. Et on dit, ah, mais le plan de partage a été refusé par les Arabes, d'où la guerre, etc. Non, enfin, bon, d'accord, mais si on assassine le négociateur en chef, comment voulez-vous qu'on négocie un plan de partage? Et là, je ne vais pas refaire l'histoire dans le détail, chacun peut y aller, consulter Grok plutôt que Wikipédia, qui est quand même vraiment un support assez, dans ces domaines, qui est un support assez ignoble. C'est une fausse à purin, Wikipédia. Pas pour les questions encyclopédiques générales. Si vous allez chercher la vie, la biologie, l'anatomie de la musaraigne aquatique, là, il n'y aura pas trop de manipulation. Donc, les Palestiniens sont chez eux et on veut les en expulser. Bah, de même, ça se fait plus doucement, on est en train d'expulser les paysans de France. Et les Français aussi par la même occasion, mais avec leur consentement, avec leur aide. Les paysans votent pour la FNSEA, ils n'ont pas encore compris. Il y a une petite vidéo extraordinaire que j'ai dû t'envoyer, tu pourrais passer, qui fait 29 minutes, d'un homme de la coordination rurale qui parle bien un paysan, et il y a des petites incrustations où on voit les gens de la FNSEA qui sont en train de faire des ronds de jambes et plus encore de lécher les babouches de M. Macron ou de Mme Genestar, et qui en même temps disent à peu près le contraire aux hommes du terrain. Hein. Ils disent oui, on est d'une dureté, etc., on est intransigeant, on ne lâchera rien, et en même temps avec les autres, ils sont copains comme cochons, c'est-à-dire complices. On peut dire aussi la même chose des Français. Ils ont réélu M. Macron, enfin, s'il n'y a pas eu de trucage, ce qui Oui. est assuré. Mais ils ont réélu M. Macron. Et aujourd'hui, il n'y a pas de véritable mouvement de consensus. La France insoumise veut une destitution, le Rassemblement national veut une démission, mais il n'y a pas de mouvement de fond pour l'obtenir. Or, c'est ça, notre salut viendra de là. Je rappelle pour les paysans que on leur a lâché un os au moment des grandes manifestations, je l'ai dit tout à l'heure. Monsieur Macron est venu, la bouche en fleurs, enfariné, la gueule enfarinée. Non, 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 je me porte garant, il n'y aura pas d'application du Mercosur. Pour qu'on importe 80 000 tonnes de carcasses argentines, polluées à la chimie, toxiques donc pour la santé, il faut faire le ménage en France, il faut faire le vide. Hein, on ne peut pas faire vendre de la viande argentine à meilleur prix et sans liquider l'agriculture française. Et ça,
tous les Français, ceux qui ont voté Macron comme ceux qui votent pour la FNSEA, sont plus ou moins complices. Complices malgré eux, volins-nolins, mais ils le sont quand même. Et il faudrait peut-être voir ouvrir les yeux et pas s'en remettre toujours à l'autorité. Alors, Madame Genestar, puisqu'on parle d'autorité, elle a brandi le fétiche de la science, mais la science a passé son temps à se tromper. Il y avait une science à une époque qui disait que c'était la Terre le Soleil qui tournait autour de la Terre. Bon, maintenant, on est arrivé. Il y a aussi une science aux États-Unis qui s'appelle non pas le récentisme, qui nous dit que finalement la vie sur Terre n'a pas plus de 3 ou 4 000 ans, qu'elle a été créée en une semaine. Bon, c'est très bien. Le créationnisme, c'est ça. Créationnisme, oui. Et donc, la science, elle procède par bonds, par étapes. Elle se trompe. Or, il y a des analogies à faire entre la crise agricole actuelle et la crise du Covid. Ils ont tout faux sur le Covid, mais ils continuent à dire qu'ils avaient raison et qu'il faut croire la science et qu'il faut croire les vétérinaires parce que c'est eux la science. Hein, comme pour le climat, il y a des milliers de scientifiques qui disent que il y a des fluctuations climatiques, certes, il y a des perturbations climatiques, certes, mais qu'il n'y a pas un réchauffement global, mécanique, progressif, mesurable. Eh bien, ça, c'est pas la science. Il y a une bonne et une mauvaise science. Ceux qui disent encore, les imbéciles, qu'il existe deux sexes, fonction des chromosomes, des hommes d'un côté et des femmes de l'autre, et puis bien sûr il y a des zones crépusculaires, mais cela c'est pas la science. La science c'est dit que finalement on peut choisir ce que l'on veut être. Bon, il y a une dernière séquence que je voudrais te montrer, mon cher Jean-Michel, c'est le gagnant de l'Eurovision de l'année dernière qui a décidé de renvoyer son trophée pour protester contre la participation prévue d'Israël cette année encore aux prochaines Eurovision. Alors quand on voit le traitement qui a été infligé aux Russes qui pourtant sont en guerre contre un autre pays, une autre armée, en l'occurrence le génocide palestinien effectué par Israël passe comme une lettre à la poste. On continue à ouvrir nos scènes, nos théâtres, nos stades et nos institutions à des gens qui soutiennent un génocide. Rend son trophée en réaction à la participation d'Israël à l'édition 2026. Le chanteur suisse Nemo a expliqué sa décision dans une vidéo Instagram. Even though I'm immensely grateful for the community around this contest and everything this experience has taught me both as a person and as an artist, today I no longer feel like this trophy belongs on my shelf. Il accuse le concours d'adoucir l'image d'Israël alors que le pays est accusé de graves exactions. When entire countries withdraw, it should be very clear that something is deeply wrong. And that's why I decided that I'm sending this trophy back to the EBU headquarters in Geneva with gratitude. Confirmé le 4 décembre dernier, la participation d'Israël entraîne également le boycott de 5 pays pour l'édition 2026, l'Espagne, l'Islande, l'Irlande, les Pays-Bas et la Slovénie. Ce jeudi, 17 musiciens et chanteurs en lice pour représenter le Portugal à l'Eurovision ont annoncé qu'ils ne défendraient finalement pas leur pays s'ils étaient choisis. En 2025, la participation d'Israël avait créé quelques tensions, la chanteuse israélienne avait été sifflée et plusieurs manifestations avaient eu lieu aux alentours de l'événement. Avec 35 participants, la 70e édition du concours qui se tiendra à Vienne le 16 mai prochain deviendrait celle comptant le moins de candidats depuis plus de 20 ans. Oui, 5 pays font défection pour l'instant. Excuse-moi, je t'ai coupé, Eric. Non, je t'en prie. 5 des pays, mais il y en aura certainement plus d'ici là. Et puis on parle d'apartheid, c'est pas un apartheid, c'est des produits, des pratiques, c'est les Nations Unies qui l'ont dit, c'est pas moi, des pratiques à caractère génocidaire. C'est la Cour internationale de justice réunie
comme par hasard à Pretoria, mais le siège des Nations Unies condamne fermement tout ce que l'on peut aujourd'hui constater sur le terrain, mais on laisse faire par ailleurs. On le voyait, les Maccabées lors de cette rencontre footballistique allemande, on sent bien que ces gens croient qu'ils sont au-dessus de toutes les lois humaines et divines. Ils sont les élus de je ne sais pas quoi, les élus du diable. Les anciens Grecs appelaient ça l'hubris. En français moderne, ça donne hybris. Eux, c'est de la chuspa. Mais c'est cette espèce de démesure qui leur fait dépasser la mesure. Hein. Mais je pense que ça risque de se retourner contre leur communauté. Certains des figures éminentes et moins éminentes en ont parfaitement conscience et tirent la sonnette d'alarme, mais également contre l'État d'Israël qui ne risque pas et qui aujourd'hui supporte déjà un discrédit absolument notable, caractéristique. Je ne sais pas où les choses iront, mais bon, j'espère qu'une fois que l'Ukraine va être rilée, incessamment sous peu peut-être, malgré monsieur le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, et malgré madame von der Leyen, et malgré monsieur Merz, chancelier allemand qui marche lui aussi sur l'eau, ou sur de la glace bien fragile, monsieur Macron. Monsieur Macron, je note au passage, qui porte déjà sur le visage les stigmates de la défaite, comme monsieur Zelensky. C'était particulièrement visible lors de son voyage manqué. Il a récolté 2 pandas, c'est très bien pour le zoo de Beauval. En Chine, on l'a accueilli parce que les Chinois sont des gens bien élevés. Mais enfin, on a bien vu que la France et l'Europe ne comptent plus guère. Voilà, donc aujourd'hui, il y a un mouvement de boycott qui s'accélère. De même, je ne suis pas sûr, dans le même ordre d'idées, et je termine là-dessus, Eric, que l'assassinat de Charlie Kirk était extrêmement productif. Charlie Kirk était en train de tourner, lui aussi, de tourner kazakh. Il n'allait pas rendre son machin, son bidule, son micro en cristal, mais il était en train de se rendre compte que la terre d'élection, la terre de la grande promesse, ne tenait pas justement ses promesses, ou elle les tenait à l'envers. Et donc on l'assassine pour ce faire, pour le faire taire, pour le punir, pour faire un exemple. C'était une exécution publique. Mais à côté de ça, on a un dénommé Nick Fuentes qui vient de sortir, qui était dans l'ombre de Charlie Kirk, qui était dans l'ombre, et qui lui mâche encore moins ses mots. Oui, effectivement, il y a en ce moment un débat qui fait rage aux États-Unis sur le rôle et l'influence du lobby juif américain sur la politique du gouvernement américain, justement. Mais en ce qui concerne Charlie Kirk, mon cher Jean-Michel, même si on ne peut pas le dire directement, on va éviter de se faire péter la chaîne, à qui profite le crime ? À qui il aurait dû profiter ce crime? Bien écoutez, je pense qu'il y a une faction néoconservatrice des MAGA et qu'il y a une coupure à l'intérieur du mouvement Make America Great Again. Il y a d'un côté les Américains patriotes et de l'autre côté les mondialistes, expansionnistes, impérialistes et wokistes. Voilà, le crime devait leur profiter, et comme je viens de le dire, je pense que ça profite pour l'instant. C'était pas du tout prévu au programme, ça profite à Nick Fuentes qui trouve une large audience. Alors espérons maintenant, je forme des vœux pour Noël, que Candace Owens ne soit pas assassiné, ni Tucker Carlson, puisqu'il est d'usage, on l'a vu avec Jean Jaurès, de faire taire les grandes voix dissonantes. Alors justement, en parlant de Tucker Carlson, il revient de Gaza, où il a pu se rendre compte de ses propres yeux du désastre. Ah ben, c'est le cimetière sous la Lune. Pour ça, c'est pas plus haut le soleil, mais la Lune. Ou alors, c'est sous le soleil de Satan, il reste rien.
Mais vous faites bien de faire cette remarque. Normalement, les journalistes étrangers, je parle la presse ordinaire, la piétaille, n'est toujours pas admise d'accès à Gaza. Tucker Carlson a dû bénéficier d'exemptions d'ordre diplomatique, mais personne n'a accès à Gaza. Mais Ou les je banques, pense que ou je les pense banques. que le gouvernement israélien avait moins d'intérêt à lui interdire l'entrée que lui permettre l'entrée. Et apparemment, de toute façon, ils n'ont pas pu lui interdire l'entrée. Voilà. Ça s'est passé comme ça. Il faut dire que M. Netanyahou n'a pas eu la grâce que M. Trump avait réclamée pour lui lors de son passage en Israël à la Knesset au président israélien. La grâce a été refusée. Il y a un certain nombre de casseroles tintinabulantes que M. Netanyahou traîne et qui risquent de le rattraper, comme les affaires de corruption autour de M. Zelensky. Un certain nombre de l'entourage, d'ailleurs, de membres éminents de l'entourage qui se sont goinfrés au passage. Alors, on ne parle que de 100 millions, 80 millions d'euros, tout ça des broutilles, des paquets, des bagatelles. Se sont précipités, se sont réfugiés dans un pays qui ne peut pas les extrader, qui s'appelle l'État israélien. Mais on sent que la poche de pu n'a pas encore tout à fait éclaté, mais qu'elle commence largement à suinter. Quelle coïncidence. Eric, pardonne-moi, je te demande 1 million de Non, non. pardons, mais tu voulais faire des annonces pour les cadeaux de Noël. Oui. Alors je voudrais, d'une part, vous présenter quelques livres à lire. On va commencer par, celui de Philippe, Brocker, si tu veux bien, mon cher, Je suis Jean-Michel. très content, j'en suis très heureux et surtout que c'est un sujet d'actualité géopolitique. Voilà. Alors j'ai le livre, je dois dire à Philippe que je n'ai pas encore commencé, à le lire parce que je reçois des bouquins, toutes les semaines et que je ne sais plus où les mettre, mais je vais le lire avec, très grand plaisir. Par Alors, ailleurs, je crois que Philippe est aussi intervenu sur, un de tes livres où il a écrit la préface, non? alors j'ai écrit la préface de ce livre, certes, qui faisait suite, mais on ne va pas en Ah parler non, ce c'est toi soir. qui as écrit la préface, oui, Moi qui ai excuse-moi. écrit la préface, suite à une réédition augmentée de Comprendre la destruction de l'Iran. Et c'est également, là c'est chez d'Eterna, c'est-à-dire du Alpha, c'est la même chose, et qui a eu le courage de rééditer ce livre. Alors Philippe Brocker est édité par The Book, en un seul mot, The Book Édition, sans s.com. Vous pouvez le trouver, j'imagine, sur Amazon, mais vous pouvez aller sur thebookedition.com et tous les livres doivent être commandés dès maintenant si vous voulez les avoir pour Noël. Voilà, parce que ça fait un cadeau. Comme je dis, on n'est pas achetez-les, parce qu'il faut soutenir notre travail, nos efforts. Il faut un encouragement. Personne ne nous aide, hein, on n'est pas subventionné. Nous ne nous appelons pas Madame Ernotte et nous ne sommes pas le service public qui bénéficie de combien 2, 3, 4 milliards d'euros de subventions. Je parle de la totalité du service public par an. Voilà, nous, c'est 0,000 centimes. Et par contre, des emmerdements à la clé à l'occasion. Bon, alors si tu veux bien, mon cher Jean-Michel, j'aimerais aussi, qu'on montre les tiens. Alors, je te demande juste un instant, voilà, pour, faire apparaître l'image et j'aimerais que tu nous le commentes parce que je n'ai pas eu le plaisir de les lire. Eh bien, vous n'êtes pas obligé de les lire tout de suite. Ce sont des documents qui sont. La potion est un peu amère, hein, c'est ingrat. C'est pas de la littérature à l'eau rose. Je raconte pas d'histoire. C'est pas pour endormir les enfants le soir pour qu'ils fassent un bon dodo. J'essaye de démonter pièce à pièce la machine infernale, celle qui est en train de nous broyer, parce que ce sont les idées qui dirigent le monde et c'est l'emprise sur les esprits qui nous conduit là où nous allons, c'est-à-dire à l'abîme. Hein. Si
nos paysans n'étaient pas aussi bercés d'illusions, si ils ne vivaient pas dans un sûr et dans un petit nuage, en croyant de façon naïve ou niaiseuse, le cas échéant, les promesses des gouvernements, si ils n'écoutaient pas Madame Genestar qui leur dit « Ah, mais la science vétérinaire ne se trompe pas, nous ne pensons qu'au bien-être des populations », c'est ce qu'ils nous ont raconté, c'est ce qu'ils nous ont servi pour le wokisme, pas pour le wokisme, mais pour le Covid. Et on sait aujourd'hui que tout était quasiment faux, que le Covid n'était pas né du mariage contre nature entre un pangolin et une chauve-souris, mais s'était échappé d'un laboratoire où il était le fruit de recherches de guerre biologique. Voilà. Et que le vaccin fait les morts. Peut-être qu'un jour on en aura. Il y a des chiffres qui existent, aux États-Unis aussi bien. Mais il y a une cloison étanche qui sépare l'Atlantique en deux. On ne sait pas ce qui se dit, ce qui se fait aux États-Unis, mais je sais que Robert Kennedy Jr. fait du bon travail et démolit aussi l'édifice du mensonge pièce à pièce. Donc voilà, acheter nos livres, c'est essentiel, hein, je ne peux pas dire autre chose. Si vous voulez qu'on continue à explorer, à passer 10 heures par jour en haut du mât de vigie, à observer l'horizon et à essayer de comprendre, de décrypter, de démonter, encore une fois, ces machines qui sont là pour broyer les hommes, détruire les peuples et les nations, et nous en premier lieu. Il y a cet autre livre aussi, Imposture et trahison. Tu peux nous en dire quelques mots? Oui, il y avait une première imposture pour la première élection en 17. Oui, en 2017. Et là, c'est le livre que j'ai publié pour sa réélection. On voyait, c'est une espèce de transfiguration. Alors, sont des côtes squelettiques d'un joueur de flûte, et ça fait penser au joueur de flûte de Hamelin, qui, pour se venger du mauvais accueil que lui a fait la ville de Hamelin, joue de la flûte, et après avoir entraîné les rats, entraîne les enfants de la ville qui disparaissent corps et biens. Voilà. Et la France est victime d'un joueur de flûte qui est là sous son vrai visage. Il y a une petite vidéo d'un responsable de la coordination rurale qui raconte sa visite avec d'autres syndicalistes à l'Élysée, et il dit quand j'ai vu Macron, quand je l'ai entendu, il a effectivement un charisme extraordinaire. Il vendrait du sable à des bédouins, mais j'ai cru voir le diable. Ouais. Il faut peut-être croire à l'existence du diable si on ne croit pas à l'existence de Dieu. Mais croire au diable, c'est peut-être croire un peu à Dieu aussi. Absolument. Et puis il y a cet autre ouvrage, Jean-Michel, quelques mots? La débâcle, guerre oligarchique contre les peuples, voilà, on voit Notre-Dame qui brûle au fond, on voit des ruines qui sont peut-être celles de Gaza, on est en train de démanteler les hommes, le grand recette, il faut tout réinitialiser, il faut encore une fois, le projet, il y a un projet, c'est celui de la termitière humaine, c'est le projet socialiste, social-démocratique, libéral, ultralibéral. Ça se rejoint au sommet. L'ultralibéralisme veut des marchés divisés en segments, mais également totalement atomisés, avec des individus qui sont seuls face aux molochs étatiques. Donc la débâcle, il y en a d'autres, hein, décrit ce processus qui est en cours. Et encore une fois, cette machine a broyé les hommes et les peuples. Je voudrais, moi, de mon côté, Eric, montrer ce livre. Parce que pour les attends, je vais te mettre en gros plan, mais il faut que je sorte de là. C'est l'île au trésor de Stevenson, mais illustré par un homme qui a bercé nos enfances. Remontre-le, Jean-Michel, remontre-le, tu es en gros plan là. Voilà, qui a bercé nos enfances, c'est Pierre Joubert, la fameuse collection Signes de piste,
qui nous est arrivé lorsque nous étions gamins. Ça s'adresse peut-être plus, mais ça s'adresse aux jeunes de 7 à 77 ans, hein, à la fois aux boomers, mais aux jeunes générations qui découvrent ce que c'est que l'art figuratif, des dessins qui représentent quelque chose, qui sont pas, c'est aux éditions Plein Vent. Hein, c'est pas compliqué à retenir. Et ça fait un joli cadeau de Noël pour les jeunes et les moins jeunes. Les anciens aimeront retrouver les dessins de Joubert et son monde, non pas enchanté, mais son monde des lointains. Je n'ai pas dit les tropiques, je dis les lointains, et un monde aujourd'hui révolu, mais qu'on peut faire revivre par l'imagination. Et puis Plein Vent. Et ça va aussi, si tu voulais, si tu as, je crois, le livre de Projet Chaos. Non, je n'ai pas. Ah, tu ne l'as pas retrouvé. Alors, Non. je cite simplement Projet Chaos, qui est un dessinateur de grand talent, c'est un architecte, père de famille. Allez chercher Projet Chaos. Je lui avais demandé une couverture toute simple. C'est lui qui édite ses livres. Il mérite d'être soutenu de la même façon, d'être encouragé, soutenu. Ses dessins sont beaux, ce sont des dessins figuratifs, c'est pas de l'art moderne, c'est pas l'écrevisse géante homardesque de Jeff Koons pendu au plafond de la grande salle des batailles de Versailles. Voilà, donc il faut encourager les artistes de notre temps. Alors Joubert n'est plus, mais Projet Chaos, lui, ça se prononce que vous tapez Projet Chaos, vous allez arriver dessus et vous verrez comment commander ses livres. Je pense que ça en vaut la peine, non seulement pour l'encourager, mais également pour avoir une belle chose à regarder en famille, à feuilleter avec vos enfants. Voilà. Merci. Alors, dans la série des bouquins, il y a un autre livre que j'aimerais vous montrer. C'est le livre de notre ami Bertrand Scholler. Et pour ça, je vais vous lire quelques mots. Accordez-moi juste un instant. Vous connaissez Bertrand, on l'a régulièrement reçu sur la chaîne et on envisage de l'inviter pour ce début d'année pour qu'il vienne nous parler de ce livre. Mais si vous voulez bien, je vais vous lire quelques lignes le concernant. Ceux qui l'ont lu savent, Bertrand Scholler n'est pas un influenceur, c'est un témoin. Un homme qui marche dans un monde qui vacille et qui laisse derrière lui une seule trace, le verbe tenu. À la table rouge, un principe l'emporte sur tous les autres. Le monde peut mentir, le pouvoir peut punir, la foule peut hurler, mais lorsque la vérité se lève dans un homme, elle suffit à faire trembler tout l'édifice de la nuit. C'est là que se tient vraiment Bertrand, à la frontière du visible, là où commence le combat eschatologique, non pas changer le monde, mais empêcher qu'il s'éteigne. Bertrand Scholler est un homme qui écrit, ni un gourou, ni un polémiste, ni un amuseur public, un écrivain, un analyste, un marcheur qui regarde le monde tel qu'il est et qui a choisi de nommer ce que beaucoup voient mais n'osent pas dire. Il n'a ni parti, ni mécène, ni média pour l'abriter, il n'a que sa parole et c'est précisément pour cela qu'il la dérange. Voilà, oui. mon cher Jean-Michel. Un témoin, moi-même je me suis souvent désigné, comme Bertrand Scholler, comme un témoin engagé qui s'efforçait, qui s'escrimait à écrire l'histoire en temps réel et avec souvent un temps d'avance, mais ça ne sert à rien d'avoir un temps d'avance puisque Vox clamantis in deserto, nous ne sommes guère entendus. C'est pourquoi la diffusion de nos livres, que ce soit celle de Philippe Brocker, de Bertrand Scholler, les miens, peuvent aider à diffuser tout d'un coup, à percer la muraille de silence qui est pire qu'un plafond de verre. C'est un plafond d'acier qu'il faut forer pour essayer de faire fuser quelques jets de liberté
et de vérité. Parce que la vérité existe, hein, mais la vérité, c'est pas dans la bouche de Madame Genevard qu'on va l'entendre. C'est Celle de clair. ceux de BFM TV, de LCI ou CNews, plus encore, ni même de France Info. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. C'est à nous de forger nos armes d'information et il faut remercier Eric Montana et TV ADP de jouer un rôle non négligeable en ce domaine. Merci, Jean-Michel. Alors je veux vas-y, Oui, je non, t'en je prie. donne rendez-vous. Claude Janvier va reprendre Le 9, le service 9 janvier. et m'a donné rendez-vous, je crois, le 15 janvier avec lui. Donc, je vous donne rendez-vous. En attendant, je vais vous souhaiter non pas de joyeuses fêtes, mais un joyeux, très, très joyeux Noël, qui est une fête de la vie, comme Pâques est aussi une fête de la vie, du triomphe de la vie sur la mort. Noël, c'est la vie la naissance même du soleil, la naissance le triomphe, là aussi, la sortie des limbes, et non pas du néant, mais du silence profond de la non-croyance. Voilà, donc joyeux Noël. N'hésitez pas à mettre des crèches chez vous, parce que j'ai été choqué, outré. Dans les magasins, autrefois, on trouvait des petites crèches partout. Et bien là, elles ont totalement disparu. On ne peut plus acheter de crèche, hein. Dieu sait que c'était joli, que c'était charmant. Un enfant dans un berceau entouré d'un bœuf et d'un âne. Alors chez nous, on assassine les bœufs. Et en Allemagne, j'ai vu que des ânes sur un marché de Noël avaient été molestés aussi. Et en Israël, j'ai vu qu'il y avait un refuge en France qui importait des ânes d'Israël parce qu'ils sont destinés à l'exportation vers la Chine où on en fait de la gélatine médicamenteuse ou autre. Voilà. Bon. Bon. Merci beaucoup, Jean-Michel. On va s'éteindre. J'ai vu que la batterie était faible. Je te laisse partir. Bonne fête, mon cher Jean-Michel. Et n'oublie pas de m'envoyer le lien, s'il te plaît. Non, j'oublie pas, t'inquiète pas. Joyeux Noël à toutes et à tous, et haut les cœurs, et achetez nos livres, surtout. Oui, à bientôt. surtout. Au revoir. Merci, au revoir. Alors, amis internautes, je vais rester avec vous encore 2-3 minutes pour répondre à quelques questions que certains d'entre vous posent dans le chat. Alors, certains me reprochent ou nous reprochent, quand Claude et moi recevons des invités, de ne pas intervenir, de ne pas leur couper la parole, de ne pas... D'abord, il faut que vous sachiez qu'on traite nos invités comme on aimerait être traités si on était à leur place. Alors, quand on invite des gens sur TV ADP, c'est pas pour leur exprimer notre point de vue, c'est pour entendre le leur. Et contrairement aux médias mainstream où les journalistes doivent trouver un moyen d'exister ou de se faire remarquer, chez nous, on n'a pas ce problème. On laisse les gens s'exprimer tranquillement et aussi longuement qu'ils le souhaitent. Alors, je vous dis ça parce que on a rediffusé la capsule du débat sur l'islam politique entre Tariq Ramadan et Youssef Indy, et certains d'entre vous ont dit ils dorment, les deux vieux là, on les entend pas beaucoup, à quoi ils servent, ils font tapisserie, ben oui. Quand un débat oppose deux personnalités sur un sujet que je ne maîtrisais pas, en l'occurrence parce que je ne suis pas un exégèse de l'islam, je les ai avertis en début d'émission, vous allez faire de moi un animateur muet, mais attentif à vos propos, puisque vous allez aborder un sujet que je ne maîtrise pas parfaitement, mais que vous deux maîtrisez, alors je vous laisse discuter entre vous. C'est une simple question d'éducation et de correction. Quand on n'a rien à dire, il faut savoir fermer sa gueule. Ensuite, je veux remercier Sam Léo et Caroline Ruby et SSQ qui actuellement travaillent et est très occupé, mais qui nous fait l'amitié de nous rendre visite régulièrement dans nos émissions. Je voudrais les remercier pour leur gestion du chat. Je tiens particulièrement
à ce que la liberté d'expression soit respectée. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas répressif sur TV ADP, parce qu'encore une fois, on aime traiter nos internautes comme on aimerait être traités nous-mêmes si on était à leur place. Alors, certains ont quelques commentaires désobligeants, désagréables, pas toujours très gentils, mais il n'y a pas mort d'homme, ça ne reste que des mots. Donc, à part quelques hurluberlus qui dépassent les bornes en devenant insultants et menaçants, chose que personne ne peut tolérer, ceux qui ne sont pas d'accord avec nous ont le droit de ne pas l'être. Mais s'ils doivent venir assister à nos émissions en se contrariant, je leur dis: «Pourquoi vous infligez une telle souffrance? Si nos émissions ne vous intéressent pas ou si vous nous considérez en dessous de tout ou pour quelque motif que ce soit, soyez gentils, ne vous infligez pas cette peine, ne vous infligez pas cette souffrance. On n'est pas venu vous chercher et on ne vous mettra pas dehors. Mais si vous n'êtes pas bien ici, la porte est là». Voilà. Dernier point, à partir de demain, il n'y aura pas d'émission de notre ami Abdel parce qu'il a décidé de prendre un peu de recul. Il se pose, comme nous tous, des questions existentielles en disant: «Bon, à quoi ça sert tout ce qu'on fait si rien ne bouge ?» Et c'est vrai que moi aussi, de temps en temps, je me dis: «À quoi ça sert de sacrifier tout ce temps, cette énergie qu'on pourrait consacrer à des choses bien plus agréables?» Mais je ne renonce pas à l'espoir et tous les mois, j'espère qu'il va se produire quelque chose dans notre pays, que nous allons réagir parce que nous sommes dans une situation extrêmement grave dont les Français ne prennent pas conscience. Seul un groupe d'éveillés a compris les enjeux. Seul un groupe d'éveillés a compris que nous ne sommes ni une démocratie ni un État de droit et que dans ces circonstances-là, la désobéissance civile devient presque un devoir. Alors, je ne sais pas si les gens de mon âge doivent recevoir ces messages de l'assurance maladie disant: «Comment nous constatons que vous ne vous êtes toujours pas fait vacciner contre la grippe alors que l'épidémie s'étale très rapidement, prenez contact». Bon, vous savez ce qu'on pense ici des vaccins, que ce soit pour le Covid ou pour la grippe. À ces gens-là, je ne confierai même pas la santé de mon chat. Alors vous imaginez si je vais leur confier la mienne. Alors, juste un dernier mot et après je vous promets, je décroche. La semaine prochaine, normalement, nos programmes devraient se dérouler, à part l'absence de Claude Jambier, qui ne sera là que le 9 janvier, justement. Les autres sont tous là. Alors, la semaine prochaine, on fait des émissions tous les jours, comme vous le savez. Mais la semaine d'après et la semaine suivante, donc la semaine d'après, après le 20, du 20 au 5, on va lever un peu le pied parce qu'on a tous besoin de souffler un peu, moi le premier. Alors on fera au feeling, en fonction de nos envies, de nos disponibilités du moment. Mais voilà, accordez-nous deux semaines de respiration, ce qui me permettra à moi de m'occuper de mes juments et de passer un peu plus de temps avec elles et puis à d'autres membres de la chaîne de s'adonner aux activités qui les détendent et qui les reposent. Je suis sûr que vous comprenez ça. Voilà, je tiens à vous remercier pour votre fidélité. YouTube m'a informé hier ou avant-hier que nos vidéos ont été vues, ont enregistré plus de 5 millions de vues. Donc ça veut dire qu'une partie d'entre vous s'intéresse à ce que nous proposons. J'en suis ravi. Tant qu'on tiendra le coup
eh ben, on le fera tant que la santé le permet et le mental suit, on sera là. J'espère que tout ce que nous sommes en train de faire depuis des années et des années, pour ma part, parce que ça fait 40 ans que j'écris, n'aura pas servi à rien. J'aimerais, avant de quitter ce monde, essayer de le voir en meilleur état qu'il ne l'est. Je prie pour ça, mais aide-toi et le ciel t'aidera. Alors il faut qu'on fasse notre part. Voilà. Amis internautes, merci encore. Merci Caroline, merci Sam d'être toujours fidèlement présente dans ce chat. Et je vous donne rendez-vous pour ma part à lundi avec le doc Loridan. Je ne sais plus qui est l'a invité, mais vous le saurez de toute façon lundi dans l'après-midi. Bonne soirée à vous tous et à bientôt. It's what you do.